À toi qui regardes cette vidéo, peut-être as-tu moins de 15 ans. Cela signifie que, pour toi, Internet a toujours plus ou moins existé. Il n'a jamais réellement changé. Pareil pour les PC, tous stylés et à écran plat. Et les téléphones, tous à écran tactile et à Face ID de merde. Et la connexion, incroyable, mazette. Il y en a partout et elle va tellement vite. Tellement vite. Tu me diras peut-être, connard de merde, cesse donc d'employer ce ton méprisant. Et je te répondrai que tu es né après 2010. Donc tu fermes ta gueule. Revenons à notre sujet. La description d'internet que je viens de faire a beau avoir été dite sur un ton ironique, elle n'est pas pour autant erronée. Même si c'est vraiment full boomer de dire ça, internet, aujourd'hui, c'est la vie. On fait tout avec internet. On travaille, on discute, on fait nos courses, on regarde des films et même parfois, quand on est d'humeur un petit peu funky, on regarde les vidéos de Raphaël Jossin. Mais pour rappel, internet, ce n'est accessible que depuis 30 ans. 30 ans! C'est dur de s'en rendre compte si on n'a pas 30 ans, mais il y a 30 ans, c'est super récent. Jurassic Park, c'est sorti il y a 30 ans. Nirvana, ça s'est arrêté il y a 30 ans. Et même One Piece, Naruto, ça a commencé il y a plus de 25 ans. En ce laps de temps très court, la technologie entourant Internet n'a fait qu'évoluer de façon fulgurante. Et pourtant, on partait d'un monde où il fallait acheter nos tickets d'avion au guichet, où Internet était tout sauf nécessaire dans la vie de tous les jours. Une époque où c'était vraiment pas pratique d'utiliser un PC et où il y avait moins d'utilisateurs d'Internet que d'abonnés à MrBeast. Alors on est en droit de se demander, Internet, ça ressemblait à quoi à cette époque-là? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Geekeries du dimanche, la seule série qui sort tous les jours sauf le dimanche et... Fond blanc, texte noir. Voici la toute première page web de l'histoire d'Internet. Publiée le 6 août 1991, c'est-à-dire à peu près un an et demi avant qu'Internet ne soit ouvert au public, elle explique le fonctionnement d'Internet et de quelques autres trucs, comme par exemple le langage de programmation HTML. C'est un peu une sorte de tuto comment utiliser Internet. Gardez-la en tête, ça va nous servir pour plus tard. À l'origine, Internet, comme décrit par cette page, c'était supposé servir de hub, donnant accès à un large panel de documents. Si je précise ça, c'est parce qu'aujourd'hui, Internet... ça a déjà eu lieu. Nous, on sait déjà ce qui s'est passé dans le futur. Mais les universitaires qui sont derrière la création d'Internet, ils n'avaient aucune idée d'à quel point leur nouvelle invention pouvait révolutionner le monde. Et qu'on l'utilise partout dans notre vie, c'était pas du tout prévu. Mais c'est tout naturellement que ces usages se sont démultipliés lorsqu'il fut ouvert au public. Parce que le grand public s'en fout un peu de ce que Kant ou Freud peuvent penser les femmes. Nice car. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des vidéos de gameplay du premier Star Fox. Normal, on veut faire des trucs stylés. On est dans le futur ou quoi, merde? Eh bien, en parlant de trucs stylés, ce désir du grand public de s'approprier Internet, ça a donné naissance à un truc qui marque encore l'histoire aujourd'hui. Le tout premier, Metaverse. Dans les années 80 et 90, les avancées technologiques éveillaient, comme à toutes les autres époques, énormément de réflexions. Et à cette époque-là, Internet, c'était nouveau. La nouvelle technologie qui allait révolutionner le monde. Imaginez un monde entier interconnecté. Et avec l'évolution concomitante de la 3D, en particulier utilisée dans les jeux vidéo, l'imaginaire autour d'un tout nouveau monde numérique se renforçait. Et attention, pas juste un monde avec Internet, vraiment un second monde qui s'additionnerait au nôtre. Un monde similaire au nôtre, mais numérique, un peu à la Ready Player One, dans lequel on pourrait s'incarner, discuter avec des gens et faire des trucs. Un métavers, c'est ça, c'est un univers virtuel. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi je dis un univers virtuel plutôt que le. Parce que si jamais dire le univers virtuel, ça fonctionne pas. Parce qu'on dit l'univers virtuel. Cet imaginaire de métavers, il incarne tout à fait la volonté de la plupart des gens. Et surtout leurs espérances vis-à-vis d'Internet. Eux, ce qu'ils projetaient en Internet, c'était la possibilité d'améliorer tous les aspects de leur vie. D'améliorer des discussions, d'améliorer des rencontres, de faciliter des achats. En fait, même si on ne s'était pas encore rendu compte de l'aspect inutile de foutre des modèles 3D partout et de la réalité virtuelle, C'est un bordel. l'idée était là. Les gens cherchaient à faciliter les connexions sociales. C'était ça qui fascinait le plus. Et ça nous permet donc de comprendre l'origine du plus gros type de plateforme qui existe encore aujourd'hui sur Internet, les réseaux sociaux. La plupart des sites et journaux s'accordent à dire que le premier réseau social est 6 Degrees, paru en 97. Mais pour être franc, je suis pas du tout d'accord avec ça. 6 Degrees a effectivement été important, mais le réseau n'a tenu que 4 ans. Et dire que ce serait le pionnier des réseaux sociaux, ce serait oublier le site web le plus important de
leur histoire. GeoCities. GeoCities, ça a été créé en 1994 par ces deux mecs. C'était une plateforme qui permettait au grand public de coder et de mettre en ligne son propre site web. Dit comme ça, on peut se demander ce que ça a à voir avec les réseaux sociaux. À cette époque-là, Internet n'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui, évidemment. Mais au-delà d'être moins développé, Internet c'était surtout moins établi. Aujourd'hui, c'est un groupe de quelques entreprises à peine qui contrôlent la quasi-totalité du web. Mais à l'époque, il n'y avait pas de mastodonte comme aujourd'hui il peut y en avoir. Il n'y avait pas encore de grosses plateformes de passage. Il n'y avait pas encore de YouTube pour la vidéo, même pas de Google pour la recherche. En 93, le monde venait à peine de s'interconnecter. Mais il y avait encore tout à construire sur cette interconnexion. Et donc cette première ère d'Internet qui s'étend jusqu'aux alentours de 2005-2006, on l'appelle communément la période Wild West. Et c'est parce qu'absolument personne n'avait le contrôle sur quoi que ce soit. Internet était un Eldorado et les entreprises de tech s'entretuaient pour obtenir ne serait-ce qu'une minuscule part du marché. On pouvait utiliser Google pour chercher des trucs, mais aussi Archie, AliWeb, ou Webcrawler, Ask Jeeves ou même Yahoo. Ouais, Yahoo c'était populaire à une époque. Tout était encore à faire et donc tout le monde pouvait le faire parce qu'il y avait de la place. Et forcément, la concurrence était rude. Et les sites qu'on utilise aujourd'hui, ce sont tout simplement ceux qui ont gagné cette guerre et donc le monopole qui va avec. Et c'est là que GeoCities entre en jeu. En 94, la guerre venait à peine d'être lancée et on avait un putain de max de pages web. Souvenez-vous, nous aujourd'hui on utilise des plateformes de transit. Par exemple, pour envoyer des messages à ses potes, se renseigner sur l'actualité ou encore juste se détendre en utilisant seulement Instagram. Mais à cette époque-là, toutes ces plateformes elles n'existaient pas. On était toujours à l'âge de pierre. C'est à cette fameuse époque qu'il fallait surfer sur le web, c'est-à-dire passer de page web en page web en page web seulement pour trouver un élément qui nous intéressait à la base. Eh bien, GeoCities, durant cette période, il permettait de créer sa propre page web gratuitement en ayant seulement besoin de quelques bases de programmation. Les internautes, avec cette toute nouvelle possibilité en main, ils ont décidé de créer des pages web qui leur ressemblent, personnalisées à leur image. Ce sont les tout premiers profils. Les débuts d'Internet étaient sacrément austères, c'est pourquoi le grand public cherchait à le rendre un petit peu plus accueillant, déjà pour eux, mais aussi pour les autres qui pourraient arriver dessus. Surtout, il y avait déjà un besoin de personnalisation qui se faisait ressentir, d'exprimer sa personnalité via Internet. Les profils se sont donc tout naturellement imposés comme un moyen de s'approprier Internet, tout en le faisant à son image dans une moindre mesure. Sans oublier que le site principal de GeoCities proposait la possibilité de naviguer entre les différentes pages créées par les utilisateurs. Non seulement on pouvait faire les cons, mais en plus de ça, les autres pouvaient voir nos conneries. Il y avait donc déjà un aspect social à la chose, et ça bien avant les réseaux sociaux. GeoCities s'est donc parfaitement adapté à la structure du web des années 90 en proposant une opportunité au public qui était quasiment sans limite. Et c'est donc tout naturellement que ce site s'est hissé à la 3e place des sites les plus utilisés au monde jusqu'en 96. À titre de comparaison, Instagram c'est le 4e site le plus utilisé au monde à l'heure actuelle. En 99, Yahoo a racheté GeoCities qui n'était déjà plus à son pic de popularité. Le site web, malgré un grand amour de ses fans, a fait face à de nombreux problèmes sur lesquels on ne peut que spéculer. Mais à mon avis, le manque d'options de communication, combiné avec le côté un petit peu inutile de créer une page web, ça a pas dû aider, donc les gens ont dû se lasser. Mais s'il y a bien un problème dont on peut être sûr, c'est le manque de plan marketing stable. Dès le départ, l'idée de vendre des spots de pub à des entreprises qui seraient à afficher ensuite sur des pages de membres, ça allait un petit peu à l'encontre du principe de GeoCities. Et justement, le principe même de la plateforme, celui d'héberger d'autres sites web gratuitement, c'était pas propice à la monétisation. Yahoo a essayé de remédier à ce problème en créant, lors de son acquisition, le GeoCities Marketplace. D'après les infos que j'ai pu rassembler, c'était un site parallèle à GeoCities sur lequel ils vendaient du merch afin d'obtenir des GeoPoints. Aucune idée de ce à quoi ça sert par contre. Au final, l'acquisition de Yahoo a permis au site de ralentir sa chute jusqu'en 2009 où là ils se sont dit ça y est, c'est bon, pas du tout rentable cette affaire, on passe la clé sous la porte. Malgré sa fermeture il y a plus de 15 ans, l'héritage de GeoCities est toujours présent sur internet. Déjà dans la tête des gens, puisque c'est le pionnier d'énormément de concepts communautaires encore présents et utilisés à ce jour, mais aussi de manière plus concrète. Si vous êtes intéressé par le fait de vivre l'expérience GeoCities ou de voir à quoi ça pouvait ressembler, il existe aujourd'hui le site The GeoCities Gallery, qui est une archive de toutes les pages du site web avant sa fermeture avec quelques infos supplémentaires pour chacune d'entre elles. Mais il existe également un tout nouveau site du nom de NeoCities, sorti en 2013, qui reprend toutes les fonctionnalités de GeoCities, sauf que celui-ci s'appuie sur un principe de financement associatif. Bref, je pense que maintenant vous commencez à avoir une idée claire de ce à quoi pouvait ressembler le web des années 90. En résumé, beaucoup de bordel, beaucoup de changements, Yahoo à la tête des navigateurs de recherche et beaucoup de questionnements. Et s'il est clair que les années 2000 n'ont pas totalement arrangé les choses, c'est clair qu'elles les ont stabilisées.
stabilisé. Déjà, Google s'est petit à petit imposé comme leader des navigateurs de recherche à partir de 2001. Certes, c'était toujours la guéguerre avec Yahoo. D'ailleurs, pas la seule guéguerre qui est arrivée en 2001. Mais tous les AOL, Lexite ou autres ont complètement dégringolé à l'arrivée en l'an 2000. Ça a fait du ménage, la concurrence était déjà moindre. Aussi, Internet s'est trouvé une nouvelle utilité commerciale, en particulier avec eBay et Amazon qui sont arrivés petit à petit on top. Mais surtout, les années 2000, c'est la naissance de quasiment tous les réseaux sociaux qu'on utilise encore aujourd'hui. YouTube, Twitter, Facebook, Reddit, ces quatre-là, ils sont sortis entre 2004 et 2006. Internet commençait vraiment à prendre forme. D'ailleurs, voici à quoi ressemblait Facebook en 2004, YouTube en 2005, Reddit en 2005 et Twitter en 2006. Cependant, tous les réseaux que je viens de citer, ils n'étaient pas encore hégémoniques à cette période. Et non, car un nouveau mastodonte venait de s'asseoir sur le trône que GeoCities avait laissé vacant. MySpace. C'est l'heure de parler de MySpace. Créé en 2003, MySpace est le premier vrai réseau social à atteindre une audience internationale. Et son nom vous dit probablement quelque chose. Tout d'abord, on oublie l'histoire des différents sites web. Tout se passe sur le même site, séparé en différentes pages qui sont accessibles avec le menu en haut. Ensuite, on peut se créer un compte sur le site, puis personnaliser son profil. Celui-ci est d'office organisé en différents éléments séparés, donc on a un affichage prédéfini. Certes, ça retire des possibilités de personnalisation, mais en fait pas tant que ça, parce que la possibilité d'injecter du code à la page est toujours disponible, tout en ayant un éditeur de profil très simple d'utilisation pour des néophytes. C'est un choix vraiment astucieux, mine de rien, parce que les plus néophytes d'entre nous peuvent se créer un profil bien rempli très facilement, et les plus passionnés peuvent le pimper un max. Certes, les profils de base sont pas exceptionnels, ça passe, disons. Mais en plus de tout ça, de vraies options sociales. On a la possibilité de discuter avec des inconnus, de discuter de sujets précis, d'ajouter des gens en amis, de chercher des profils particuliers et surtout d'envoyer des messages via MySpace IM. Les tout premiers DM. La personnalisation du profil, contrairement à celle de GeoCities, a vraiment une utilité parce qu'elle permet de rencontrer plus de gens et probablement des gens avec des intérêts similaires aux nôtres. Alors, faut savoir que de 2006 à 2008, c'est-à-dire pendant la meilleure période de MySpace, on était au pic de popularité du mouvement emo. La vie n'est qu'une pute. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, il y a une très bonne vidéo de Lovie qui en parle, mais en gros l'emo c'est considéré comme le dernier grand mouvement de musique alternative rock, qui est caractérisé par l'expression de ces émotions qu'on réfrène en société. Émotion, d'où le nom emo. Alors qu'on s'entende, quand je parle d'émotions qu'on réfrène en société, je parle pas de l'érection fulgurante qu'on réfrène lorsqu'on voit un énorme boula en face de soi dans la rue. Les émos parlaient entre autres de dépression, d'autonomie, ou encore plein d'autres trucs joyeux. Les émos, c'est pas des rigolos. Pas mal la rime, hein. Et bah comment t'as de la chance que je sois pas ceinture noire d'aïkido en fait? En général, ceux qui s'identifiaient à cette culture, c'était des jeunes particulièrement troublés qui trouvaient un échappatoire dans le fait d'exprimer physiquement leur mal-être. Sauf que ce soit en 2006 ou en 2025, c'est toujours très dur de s'afficher en public avec un style aussi affirmé. Évidemment, vous vous doutez bien que les gens agissent comme d'énormes macaques quand ils voient des gens comme ça habillés dans la rue. Moqueries, rumeurs, agressions, bref, au bout d'un moment, ils vont vraiment finir par se tirer une balle dans la tête. Mais il se trouve que MySpace est arrivé à point nommé. Avec la possibilité de personnaliser un max son profil, les émos ont pu s'éclater en se créant une super page un peu edgy, et surtout ils ont pu se reconnaître entre eux, donc sociabiliser entre eux. En d'autres termes, sociabiliser entre gens qui se comprennent. Et là, ça y est, on l'avait la forme finale des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la phase émo de MySpace est devenue tellement iconique que les deux mots sont devenus presque indissociables. Mais au-delà du boom interplanétaire auquel la plateforme a fait face, MySpace, grâce à sa période émo, a révélé le véritable potentiel des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on a pu établir les deux objectifs principaux des gens lorsqu'ils rejoignent des réseaux sociaux. 1. Garder contact avec sa famille et ses amis. 2. Rencontrer des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer dans le monde réel. Couplez ça avec un site web entièrement centralisé, ce qui favorise l'affichage de pubs et donc un plan marketing viable. Et vous l'avez! Le réseau social parfait! Le réseau social parfait? S'il est si parfait que ça, pourquoi il s'est fait remplacer par Facebook? L'internet qu'on a aujourd'hui a à peu près trouvé sa forme finale aux alentours de 2010-2015. Plus le temps a avancé, plus le top des sites s'est stabilisé. Alors,
Pourquoi? Attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de changement du tout. Au contraire, l'ère de 2005 à 2015, on l'appelle l'âge d'or d'Internet. Et c'est pour une raison. Tout comme l'ère de 2016 à aujourd'hui, on l'appelle l'ère moderne. Ces deux ères, en particulier l'âge d'or, il y a énormément de choses intéressantes à en dire. Mais nous, on se concentre sur la période Wild West. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la structure d'Internet a si brutalement changé? Et surtout, est-ce que c'était mieux avant? Question difficile. Mais pour y répondre, va falloir remonter un petit peu dans le temps. Il y a deux services extrêmement populaires des années 90 et 2000 que j'ai volontairement omis jusqu'alors, MSN et AOL. Vous avez très probablement déjà entendu ces noms. MSN, c'est ça. Il prend la direction du bureau familial, c'est là qu'il retrouve ses amis. En langage jeune, il va sur MSN. Ceci est un journal. Information de partout dans le monde. Joup, dans le papier. Lire le papier pour l'information. Et AOL, c'est ça. Now, I know what you're thinking. Smithers, you should dip your fingers in acid for typing such low IQ grammar. But this vernacular creates a casual tone that's sure to make many friends instantly. MSN dans les années 90 et AOL dans les années 2000, les deux services étaient extrêmement appréciés et ils provoquent beaucoup de nostalgie chez ceux qui les utilisaient à l'époque. Pourtant, dans l'ensemble, c'était pas deux super entreprises, toutes roses et mimi. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Les deux sites étaient ce qu'on pouvait appeler des portails web. Un portail web, c'est un service qui essaie d'agglomérer le plus de fonctionnalités du web possible en une seule plateforme. Par exemple, sur MSN, on avait une page d'accueil contenant un maximum d'actualités. On pouvait également accéder à sa boîte mail via le service Hotmail ou échanger par message interposé via MSN Messenger, le service pour lequel, au final, on a retenu MSN. Pourtant, c'était également un fournisseur d'accès à Internet, en plus de proposer un moteur de recherche via MSN Explorer. Et c'est plus ou moins la même chose pour AOL. Internet, navigateur, messagerie instantanée, you've got mail. Bref, on pouvait clairement avoir une présence sur Internet seulement à base de services AOL. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'AOL proposait autant de services? Pour s'accaparer Internet. Tout Internet. En proposant des services qui plaisent au plus grand nombre, les utilisateurs n'ont tout simplement pas quitté la plateforme. Tu peux communiquer avec tes potes sur AOL, tu peux voir les actualités, chercher des trucs sur Internet, acheter des trucs, jouer à des jeux, parler à des inconnus sur des forums, putain, même trouver un taf et réserver les billets d'avion, tu peux le faire. Pourquoi t'irais voir ailleurs? Les portails web, c'est la garantie de ne pas avoir à traverser le Wild West, c'est-à-dire le bordel ambiant pas administré des internets des débuts. Et cette indépendance au web classique, elle se reflétait clairement dans les chiffres. MSN se classait systématiquement dans le top 3 des sites les plus visités entre 97 et 2007, et ça c'est sans parler d'AOL qui était tout simplement le site web le plus visité au monde jusqu'à l'arrivée en l'an 2000. L'avantage de ce format de portail, c'est qu'avec la popularité est venu le contrôle. Et puisqu'ils avaient déjà le monopole du marché, AOL à la fin des années 90 se sont un petit peu lâchés. Énormément de pubs, un écosystème limité car complètement fermé, une modération qui laisse à désirer, des fermetures d'abonnements pas prises en compte et j'en passe. La nostalgie a fait fermer les yeux de beaucoup, mais AOL c'était très loin d'être parfait. Mais d'après vous, pourquoi est-ce que MSN et AOL se sont cassés la gueule? Pour tout ce que je viens de citer avant? Non, rien à voir. C'est très simple, il manque de thunes. Ils se sont cassés la gueule et ils ont pas réussi à se relever. Et oui, c'est aussi con que ça. Les défauts que je viens d'énumérer juste avant, ils vous rappellent pas quelque chose? Attendez, je vous les remets. Énormément de pubs, un écosystème limité car complètement fermé, une modération qui laisse à désirer, des fermetures d'abonnements pas prises en compte et j'en passe. Le problème, ce ne sont pas les portails web, puisque le problème est encore présent aujourd'hui. Pourtant, personne déplorait ce problème sur MySpace, non? Effectivement, mais c'est quand même tombé. Et pourquoi? Problème d'architecture. Éditeur de profil pas facile d'accès comparé à d'autres, de plus en plus de bugs, un vrai besoin de s'y connaître en code, et puis surtout, c'est MySpace, quoi. À part parler avec des gens, on peut pas y faire grand chose. Y a pas de système de post du tout, pas non plus de vidéos. Et tous ces problèmes, Facebook les règle. C'est pour ça que tout le monde a migré sur Facebook. Vous voyez où je veux en venir? Le succès d'une plateforme ou d'un site web n'a rien à voir avec le fait d'être un très méchant capitaliste agro-grom, ni à voir avec la volonté de tout uniformiser. Ce sont des entreprises, tout simplement. Il faut qu'elles aient assez d'argent pour tenir le bateau en route. Et évidemment, la loi du marché, faut que les gens en aient l'utilité. Que ce système soit pratique d'utilisation et qu'il améliore grandement la qualité de vie de ses utilisateurs. Vous voyez, rien de bien compliqué ici. Rien de foncièrement mauvais. Mais c'est sûr que l'appât du gain et le pouvoir qu'offre le monopole sur un domaine en motivent beaucoup. Mais aujourd'hui, comme avant, ça a pas changé entre temps. Beaucoup d'utilisateurs
utilisateurs dévoués d'Internet regrettent les anciennes ères d'Internet. L'ambiance plus marrante, décontractée, chaleureuse qu'il pouvait y avoir. Et pourquoi est-ce qu'ils regrettent l'ancien Internet? Parce que l'Internet d'aujourd'hui est froid, uniforme. Tous les sites web se ressemblent plus ou moins. Tout le monde essaie d'avoir le même design, le plus minimaliste et propre possible. Et la quasi-totalité des sites web qui ont vu le jour pendant la période Wild West et qui ont persisté depuis se sont transformés en espèces de coquilles sans âme, d'ombres d'eux-mêmes, parfois seulement destinées à vendre des trucs. C'est difficile à reconnaître. Mais Internet, qui était auparavant une source d'extase et de fantaisie, est au final devenu banal. Terriblement banal. Et la plupart du temps, c'est nul. C'est chiant d'être sur Internet. Il y a pas grand chose à faire, il y a des pubs partout. Et puis surtout, il y a une blinde de putains de rats comme moi qui gratte à la fenêtre, gratte pour avoir la moindre parcelle de votre attention. C'est triste à dire, mais oui, Internet c'est un peu gaze. Donc ok, l'ambiance elle était peut-être un petit peu mieux avant, mais elle était même pas censée se produire en premier lieu. Les entreprises s'arrachaient à Internet, tout ça pour arriver dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et puis surtout, leur argent il est pas tombé du ciel. Ils l'ont obtenu parce qu'on utilise leur plateforme. Mais Internet n'est pas tout seul devenu plus nul. Et puis il y avait déjà des problèmes avant, dont certains très similaires. On est dans l'état actuel des choses parce que c'est ce que les gens ont voulu. Comme je le dis déjà dans ma vidéo sur les riches, la réussite d'une entreprise, elle se fonde sur deux facteurs, le financier et l'expérience utilisateur. Les deux sont tout autant nécessaires l'un que l'autre pour réussir. Facebook n'aurait jamais réussi s'il ne proposait pas des avantages que MySpace ne proposait pas à l'époque. Ce retour dans le temps, il nous a appris un truc, que les choses ne sont pas figées et qu'il y a une manière d'agir en faveur de l'obtention de certaines choses. Et que notre manière d'agir à tous aujourd'hui va influencer le futur d'Internet. Donc s'il faut un meilleur Internet, il suffit pas de dire « Oh, l'update elle est nulle. Oh, trop nulle la modification. Oh, trop nulle les dislikes qui apparaissent pas. » Parce qu'il y a toujours des communautés incroyables sur le net. Rien que l'autre jour, complètement par hasard, en me perdant sur YouTube, je suis tombé sur ces trucs-là. On appelle ça des ukagaka ou des ghosts. Et c'est des espèces de petits assistants rigolos codés par une communauté soudée seulement pour être là en fait, sur ton PC, voilà, et discuter avec toi un petit peu. J'ai adoré le concept, j'ai trouvé ça incroyable direct, donc je me suis renseigné sur tel forum, pour trouver quelle manière je pouvais en télécharger. Et après 4 heures de navigation, j'ai enfin réussi à en faire fonctionner un, avec un petit problème d'affichage. Ce genre de découvertes, elles sont hyper gratifiantes, elles sont encore possibles aujourd'hui. Certes, les trucs de recherche par IA et tous les nouveaux sites qu'on essaie de nous faire bouffer, ça aide pas, parce que ça floute pas mal. Mais qui le veut, le peut. Comme je l'ai dit, c'est pas Internet qui a changé, c'est l'utilisation qu'on en fait. Mais Internet, c'est la même chose qu'il y a 20 ans. Donc si vous voulez vraiment vous éclater sur Internet, n'utilisez pas des réseaux sociaux mainstream. Allez miner un max, cherchez un peu ce que vous pouvez trouver. Et peu importe ce que sera le résultat, je vous assure que le jeu en vaudra la chandelle. Pour vous aider à rejoindre le monde fabuleux du web alternatif, je vous recommande de découvrir NeoCities ou encore SpaceA, qui est une reproduction quasi à l'identique du MySpace des années 2000. Les deux ont des communautés très actives et très soudées. Je me suis d'ailleurs créé une page NeoCities et j'ai un profil SpaceA qui est disponible juste ici. Bon, pas très original, j'ai juste mis le layer Windows XP de base. Vous pouvez me suivre ou m'ajouter en ami en description. Si vous êtes un peu plus lame et que vous préférez les réseaux sociaux normaux, de normies de merde, eh bien j'ai mon YouTube qui est là pour ça justement. Vous pouvez vous abonner, je publie une vidéo du style toutes les semaines. Au-delà d'être un nerd, je suis aussi un musicien. Sexpot Revenge, écoutez putain de Sexpot Revenge. C'est un album que j'ai réalisé avec mes potes, il est super bien, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Des copies physiques sont en vente en édition limitée. Je publie toutes les news sur mon Instagram, suivez-moi sur mon Instagram, tous les liens sont en description et je vous souhaite de passer une agréable journée en ce temps ensoleillé. Ciao. Les monstres n'existent pas, 2004 n'est pas sans toi. Les groupes n'existent pas, 2004 n'est pas sans toi. Les groupes n'existent pas.